Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagno, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selam Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Du débat autour de la question des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales au sujet d'actualité, notamment la subdivision du Togo en 116 communes, passant par la vie de sa formation politique au but, Organisation pour bâtir dans l'Union Togo solidaire, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien directeur général du port autonome de Lomé, Gabriel Messan-Guillaume Kodjo, a répondu aux questions de la rédaction de Fenêtre sur l'Afrique au micro de notre correspondant Rodrigue Aego au Togo, dans un entretien à travers lequel l'homme politique situe l'opinion sur les chantiers du parti et clarifie des points importants, notamment son rétablissement dans son droit de haut fonctionnaire de la République par l'administration de Fogna Sibé au nom de la loi. Amis auditeurs, suivez plutôt cet entretien. Aujourd'hui, notre micro est tendu au président de la formation politique au but, Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, ancien Premier ministre de son rang et ancien président de l'Assemblée nationale du Togo sous le règne de feu général Léa Dema, ancien directeur général du port autonome de Lomé. Vous comprenez, Gabriel Messan-Guillaume Kodjo, c'est bien de lui qu'il s'agit. Merci de nous recevoir pour répondre aux questions d'actualité au micro de Radio Canal K. Bonjour, Excellence. Oui, bonjour. Alors, dites-nous, comment vous vous portez, puisque ça fait longtemps qu'on nous a plus entendu ou écouté sur Radio Canal K? Moi, je me porte bien. Je crois que c'est votre radio qui ne m'a plus donné l'opportunité de m'exprimer, donc à travers elle. Mais sinon, de toute façon, je me porte comme un charme. Heureusement que nous en sommes parvenus aujourd'hui. Rapidement, dites-nous, comment se porte au but? Au but, vous savez, c'est une formation politique régulièrement constituée et en activité donc, sur le territoire national. Nous intervenons donc pour exprimer nos points de vue, nos positions sur les questions d'actualité. Nous travaillons également donc pour sensibiliser la population sur, en tout cas, les faits politiques majeurs, la situation économique et sociale, et puis du moins pour ne pas dire donc les préoccupations sociétales. Nous pensons que nous sommes une formation politique en activité et pour l'heure, donc, nous avons deux sujets donc, sur la table. Le premier sujet, c'est comment préparer, réussir, en tout cas les élections locales et également donc, les élections législatives qui vont venir. Donc voilà donc, ce que nous faisons, nous travaillons et nous sommes présents dans le débat politique actuel. Ce qui voudra dire que Obu sera dans la course d'élections législatives et élections locales si c'est organisé. Je crois que c'est une obligation pour toute formation politique sérieuse parce que c'est aussi l'occasion de mesurer nos poids respectifs sur l'échiquier politique national. Alors, avant d'y arriver rapidement, puisque hier vous étiez, comme on l'a présenté en haut, vous avez occupé beaucoup de postes, pas les moindres, aux côtés du régime donc de feu général Léa Dema. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Dites-nous quel regard portez-vous sur la gouvernance du Togo sous Fogna Sibé? D'abord, c'est pas aujourd'hui donc que je suis rentré dans l'opposition. Je suis rentré dans l'opposition depuis le printemps 2002. Donc, quel regard? Donc, vous me posez la question d'exprimer mon regard sur la politique que conduit donc le président Faure aujourd'hui. Je peux vous dire que les époques ne sont pas les mêmes. Et puis, en fait, les styles ou le style de gouvernance donc n'est pas le même aussi. Et puis également, il y a un renouvellement, si vous voulez, également de la population. Donc, je pense, gouverner, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. Le gouvernement qu'il incarne essaye donc de répondre aux problèmes de la société, mais je pense que les défis sont grands, les besoins sont énormes, ce qui fait que il y a un décalage entre les efforts fournis par rapport aux attentes des populations.
Alors, puisque vous l'avez évoqué rapidement, on va parler de l'un des défis qui aujourd'hui est très important. Il s'agit donc de la question des réformes. Et parlant de réformes, tous les regards se tournent vers la limitation de mandat et le scrutin à 2 tours. Alors, votre point de vue comme homme politique? Non, je considère que la limitation de mandat permet de revitaliser donc la démocratie. Il ne peut pas avoir donc de mandat sans limite. Et je pense quand même que le peuple togolais l'avait compris donc depuis le référendum du 27 septembre 1992, où à travers une nouvelle constitution, nous nous sommes donné du moins un contrat social. Le problème des réformes donc, qui se pose aujourd'hui, pour tout observateur attentif de l'évolution de la situation politique du pays, j'ai dit pour tout observateur attentif, on dirait que à la fois le pouvoir en place et à la fois l'opposition du moins sont responsables de la situation actuelle. Pourquoi? D'abord, il faut considérer que en octobre 2002, l'opposition togolaise incarnée par nos aînés d'alors avait boycotté les élections législatives. Quand on sait que le mandat du président Yadema finissait au terme de la Constitution de 1992 non modifiée, en juin 2003, je pense qu'il ne faut pas, être un dieu pour savoir que, quelles que soient les mauvaises conditions de ces élections-là, ce n'est pas une élection législative à boycotter. Le boycott de cette élection ou de ces élections législatives ont permis donc au RPT d'aller chercher la clé de 4/5e pour modifier unilatéralement la constitution que nous sommes ensemble donnée. Le RPT, je dis, par ce biais, a modifié le contrat social. Bien sûr, c'est légal, mais en fait, pour autant, on peut dire que ça n'a pas recueilli l'assentiment de l'ensemble des Togolais. Alors, la question que je me pose, au nom de quel principe, au nom de quelle considération, au nom de quel motif les leaders politiques de l'époque ont boycotté les élections législatives de 2002? Parce que leur simple participation permettrait d'avoir la minorité de blocage qui empêcherait donc le RPT de modifier la constitution de 1992, qui avait eu à l'époque 98% de suffrages. Donc ça veut dire qu'il y a un accord quasi total sur les dispositions contenues dans cette constitution. Première observation. La deuxième observation, c'est qu'il y a eu d'autres rendez-vous manqués. D'autres rendez-vous manqués. Je donnerai par exemple le rendez-vous manqué de juin 2014, lorsque le gouvernement lui-même a introduit à l'Assemblée nationale un projet de loi modifiant donc la Constitution, au lieu que les députés qui sont à l'Assemblée nationale, peu importe les tendances, disent que nous sommes des députés de la nation, où se trouvent les intérêts de la nation, nous allons agir dans l'intérêt de cette nation que nous représentons. Les factions se sont dressées les unes contre les autres. Et pendant les débats du monde interminables, âpres, au niveau donc de la commission donc des lois, où les choses donc s'enlisaient, il y a une voix qui s'est exprimée en disant que quand il s'agit d'une cause nationale, chacun doit faire un effort pour aller vers l'autre. On ne peut pas arborer une position radicale, que c'est ça ou rien. Non, ce type de discours ne doit pas avoir lieu dans une nation, ne doit pas être du moins l'apanage d'une opposition ou des acteurs responsables. Vous voulez parler de votre proposition à l'époque relatif à ce 3e mandat? Alors, moi j'ai dit, s'il y a ce blocage-là, et que ce que UNI exige, c'est de concéder à ce que son champion fasse un 3e et définitif mandat, que si c'était le prix à payer pour que nous puissions donc obtenir les réformes, c'est-à-dire il y a 2 éléments qui structurent cette demande.
la limitation des mandats et un quinquennat renouvelable une seule fois. Nous avons été humiliés, on nous a insultés, on nous a vilipendés. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde nous donne raison, puisque aucune réforme n'est intervenue avant les élections donc d'avril 2015, et le président de la République aujourd'hui dispose devant lui d'un mandat illimité. Je crois que c'est ça qui clive. Est-ce qu'on peut trouver une solution pour apaiser les esprits? Est-ce qu'on peut trouver une solution pour rassembler tout le monde? Je crois que cette responsabilité appartient donc, en tout cas, à l'ensemble des députés qui représentent la nation au Parlement. Alors, face à ce développement que vous faites, que répondez-vous alors à ceux qui pensent sur la base de cette proposition que Obu, à l'époque, était en train de soutenir le 3e mandat de Faure Gnassingbé? Je crois qu'ils sont irresponsables. Et ceux qui pensent que je soutiens un 3e mandat de Faure, ils sont irresponsables. Parce que lorsque vous disposez d'un minimum d'expérience et de sagesse, et qu'il y a un problème qui divise les gens, vous avez l'obligation morale et politique de donner votre point de vue. J'ai donné un point de vue qui se trouve aujourd'hui pertinent, parce qu'à l'époque, je n'ai pas été compris. Donner un 3e mandat contre des mandats illimités, je crois quand même que même, si vous allez interroger donc le paysan de mon village, il dira du moins que Agbeoumi avait raison. Alors, aujourd'hui, logiquement, nous sommes déjà dans ce 3e mandat. Est-ce qu'on doit voir de loin un 4e mandat se profiler à l'horizon? Je crois quand même que le 4e mandat, de toute façon, se profile déjà à l'horizon. Tout dépend donc de ce que le peuple veut, et tout dépend également donc de ce que ceux qui représentent la nation, l'Assemblée nationale, veut faire de ce pays. Donc le 4e mandat est en jeu. Quelle raison vous avez aujourd'hui pour aller convaincre le président de la République, M. Faure Gnassingbé, que bon, ça va, que vous ne pouvez plus continuer, que en 2020, vous ne serez pas candidat? Alors moi, je vous retourne la question en tant qu'homme politique de l'opposition. Qu'envisagez-vous faire aujourd'hui pour que cette question qui continue de fâcher connaisse une fin, à travers, bien sûr, les réformes, la limitation de mandat? Je pense que c'est une question pertinente. Le président de la République a mis en place une commission. La commission dite Awa Nana Daboya. Commission dans laquelle je connais donc des esprits extrêmement brillants. Nous attendons qu'ils publient les propositions de réforme constitutionnelle et institutionnelle. À partir de ce moment, un débat vif, vigoureux, va s'engager sur leurs propositions, et nous verrons si l'Assemblée va se rassembler pour adopter ces nouvelles propositions, ou dans le cas échéant, si nous ferons recours à un référendum pour pouvoir du moins connaître donc la position du peuple profond, donc sur les nouvelles propositions du moins qui viendraient du moins en tout cas que du moins le gouvernement du moins va lui soumettre. En attendant l'avènement de ce débat dont vous faites mention tout à l'heure, nous avons tous suivi le président du groupe majorité parlementaire, Christophe Tchao, qui a parlé de la remise à zéro du compteur avec un septennat. Je pense que M. Tchao, ou le président du groupe uni à l'Assemblée, M. Christophe Tchao, exprime un principe de droit. La loi n'est pas rétroactive. Et je crois quand même que c'est comme ça qu'il faut comprendre la déclaration de Tchao. Mais maintenant, dès qu'on a dit cela, du moins les passions de toute façon se sont déchaînées. Mais je dis, dans cette histoire de réforme qui nous divise, qui nous passionne, qui agite l'ensemble de la classe politique, et unir avec son ancêtre RPT et l'ensemble de la classe politique de l'opposition, nous sommes tous responsables. Si notre responsabilité est engagée dans cette situation, il faut de toute façon qu'elle la demeure, que nous nous obligions ensemble à trouver la solution du monde à ce problème. Et c'est en cela que je me dis que gardons patience, demandons à cette commission également d'accélérer un tout petit peu le pas pour sortir donc leurs propositions, et ensuite en ce moment-là, je crois qu'un consensus va se dresser là-dessus. Peut-être que la proposition
que nous avions faite donc en 2014, que si c'est la quête d'un seul mandat encore qui permettrait de toute façon d'obtenir définitivement donc les réformes, peut-être que en ce moment-là, je ne sais pas si cette proposition donc va se conjuguer encore au présent ou au moment où ce débat va avoir lieu, mais dans tous les cas, je compte de toute façon sur la bonne volonté, la volonté politique de chaque acteur ou de chacun pour que le moment venu, nous puissions trouver une solution définitive à ce problème de réforme qui, de toute façon, divise les Togolais. Alors, monsieur Gabriel Mensah-Gbémé-Kodjo, vous l'avez lâché tout à l'heure, référendum. Est-ce que, sincèrement, vous pensez qu'aujourd'hui, les institutions qui participent à l'organisation des élections peuvent permettre un bon référendum où la volonté du peuple sera clairement exprimée? Je pense que il faut que tous les acteurs donc politiques se donnent les moyens de demeurer vigilants pour que ce que le peuple va exprimer à travers donc ce référendum soit reflété par les institutions qui encadrent donc les élections. Je veux dire par là que les suffrages exprimés par le peuple soient ceux-là que les institutions chargées d'organiser les élections doivent communiquer, doivent publier. Alors, vous avez mentionné en début d'entretien les dossiers qui sont actuellement sur la table de votre formation politique au but, et notamment parlant des élections locales et la décentralisation. Nous en sommes avec, depuis quelques semaines maintenant, le Togo qui compte 116 communes. Et vous dites que c'est trop et que c'est budgétivore, 1000 papiers. Une perte donc engagée dans ce sens? Non, c'est-à-dire que nous nous sommes un peu spécialisés dans cette histoire de décentralisation. C'est un sujet sur lequel nous avons organisé plusieurs universités politiques pour sensibiliser nos militants, sensibiliser donc la population, parce qu'en fait, nous considérons aujourd'hui donc que la décentralisation peut donner un second souffle donc à l'économie de ce pays, peut régler donc des problèmes, des difficultés aujourd'hui que rencontrent donc nos populations, permet également de rapprocher, si vous voulez, certains services publics donc de nos populations. Donc c'est des sujets que nous maîtrisons. Mais le Togo, où le gouvernement a choisi donc si vous voulez la communalisation intégrale, donc 116 donc communes aujourd'hui, ça veut dire la construction de 116 mairies, la formation donc des administrateurs territoriaux donc pour les 116 communes, leur équipement et tout cela, nous considérons que tout ça, ça va engendrer non seulement des coûts et que ça peut également être un facteur qui risque donc de ralentir donc la dynamique du processus, sans oublier que au jour d'aujourd'hui, les gens vont dans l'intercommunalité, c'est-à-dire 3, 4 ou 5 communes se mettent ensemble pour porter des projets qui sont utiles à l'ensemble des populations de ces communes ainsi rassemblées. Mais bon, l'émiettement donc de ces communes-là ne permet pas, à mon avis, de toute façon, de faire quelque chose d'efficace. Mais je pense que le Togo n'a pas voulu aborder le problème de la décentralisation en deux temps, c'est-à-dire mettre en place des communes urbaines pour un moment, les faire vivre et quelques années plus tard tirer donc les conséquences donc de cette expérience-là avant donc d'ouvrir le processus donc aux communes rurales. Mais là de toute façon nous avons fait donc la communalisation donc intégrale. Allons-y. Au bout d'une période, si nous considérons de toute façon que c'est trop onéreux et que c'est difficile, c'est lourd à gérer et que ça ne produit pas les résultats attendus, je suis sûr du moins que nous ferions de toute façon des pas en arrière comme le Sénégal fit cette expérience et s'est rendu compte après qu'il vaut mieux renforcer donc les communes urbaines dans un premier temps avant de toute façon d'aborder en tout cas le processus au niveau des communes rurales. Alors, au même moment, certaines opinions y voient une sorte d'ethnicisation du pays. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention à ces concepts un peu sensibles qui divisent
Je crois que tout est maîtrisable. C'est une question de volonté politique. Les mentalités évoluent aujourd'hui. Notre jeunesse, elle est bien formée, elle est connectée. Et que de ces gens donc, de concepts qui divisent inutilement, braquent les uns contre les autres. Les leaders politiques, je crois que doivent faire attention de toute façon dans le recours à ce genre de choses pour exprimer donc leur désapprobation par rapport à certaines postures du gouvernement. Alors, Monsieur le Président, depuis ce matin, le HCROUN a entamé le processus de purification du pays et au carrefour à Gouenivé, le temps a été donné. Quel est votre point de vue sur ce processus qui aujourd'hui semble ne pas avoir l'adhésion d'une grande partie du peuple togolais? Je crois que c'est une question de communication. Une question de communication. Est-ce que le gouvernement a suffisamment communiqué? Est-ce que HCROUN a suffisamment communiqué? Et puis on parle de purification, c'est que de toute façon, on a constaté quand même que le sol togolais s'est abreuvé de beaucoup de sang de ses fils. Donc peut-être qu'il y a certaines âmes qui errent là encore et qui, nous bloquent dans notre volonté d'asseoir une démocratie solide, dans notre volonté d'asseoir la cohésion nationale, dans notre volonté de faire en sorte que les richesses donc, de ce pays puissent être partagées par tout le monde et que donc la misère ne soit pas de toute façon le lot de la majorité. Je crois que c'est dans cet esprit-là qu'on parle de purification, purifier le pays, rendre pur pour que nous puissions donc attirer des ondes positives. Mais je considère que le consensus ne s'est pas fait donc, sur ce projet-là. Et c'est pour cela que donc, une bonne partie donc, de la population considère que bon, ça obéit peut-être, en tout cas, à des règles, à des objectifs qui ne sont pas forcément de toute façon entièrement expliqués ou partagés par la population. Et voilà, justement, parlant de la population, hier sur Radio France Internationale, la population, du moins une partie, s'est prononcée et logiquement, le doigt accusateur est pointé vers le chef de l'État en cette décoration du Major Kouloum, qui est identifié dans le goût comme auteur de plusieurs exactions en 2005. Oui, moi aussi j'ai suivi donc la polémique relative donc à l'hommage rendu à travers le chef de l'État donc à cet officier, à ce sous-officier donc de l'armée et qui vit du moins à Takwame et qui a une image controversée. En fait, je crois que la personne la mieux indiquée pour comprendre pourquoi le major Kouloum donc a eu cette décoration, c'est forcément donc la personne qui a fait remonter dans son dossier au chef de l'État, la personne qui l'a proposé donc au chef de l'État, parce que ce que les gens ne savent pas, il faut connaître le processus qui conduit du moins à la décoration des gens. Le chef de l'État ne connaît pas tous les fils de la nation à qui il remet une décoration. Il y a des services donc, qui sélectionnent les gens et qui proposent. Et donc, je crois quand même que pour le choix donc, de Major Kouloum, pour tout ce que du moins, la presse, comment je dirais, a raconté sur lui, vrai ou faux, je ne pense pas que le fait de l'aligner publiquement donc, et de lui remettre donc, une décoration, en tout cas de toute façon, soit quelque chose de bon à loi. Alors, nous allons parler un peu économie, parce que avec votre rang de Premier ministre, vous avez eu à titiller beaucoup de dossiers économiques. Aujourd'hui, ou du moins quelques années, notre pays a été déclaré pays pauvre très endetté, avec comme conséquence l'effacement de toutes ses dettes. Mais aujourd'hui, on parle encore de dettes au-delà des 1200 milliards pour le Togo. Quelle analyse faites-vous de cette situation? D'abord, il ne faut pas oublier que la suspension de l'aide internationale pendant plus d'une décennie a causé des dégâts énormes dans tous les secteurs d'activité. Et il ne faut pas oublier aussi que si nous voulons faire repartir donc l'économie nationale, il était impérieux donc d'investir, si vous voulez, dans des domaines porteurs qui puissent rapidement nous permettre donc de générer des ressources et faire avancer le pays. Je pense qu'il y a eu
visiblement, en tout cas, des investissements lourds qui ont été faits. Vous regardez donc nos routes aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements en matière donc, des infrastructures. L'accumulation de la dette, je dis, est liée aussi, du moins, un peu, donc, au désastre que nous connaissons de toute façon au niveau donc, de l'économie internationale, lié également au fait qu'il y a un certain nombre de mesures donc, communautaires qui ont été prises au niveau de l'UMOA, dont le Togo voulait une application stricte, qui ont aussi du moins paralysé, si vous voulez, donc, les activités portuaires et par-delà, comment je dirais, l'économie donc, du pays. Mais je considère que si nous arrivons à régler ces problèmes politiques, c'est-à-dire nous nous entendons tous sur les problèmes de réforme, sur les problèmes de réforme politique et réforme politique constitutionnelle et institutionnelle, si nous arrivons à nous entendre sur les problèmes de la décentralisation, si nous arrivons également à décourager ceux qui délibérément de toute façon puisent donc impunément donc dans les caisses donc, de l'État, dans les deniers publics, il y aura ce qu'on appelle le retour de la confiance. La confiance en la politique déclinée par le gouvernement, la confiance en l'économie, et nous pourrons rapidement remonter la pente et revenir du moins à des proportions, et au niveau de la dette, je m'entends, à des proportions du moins qui sont en tout cas compatibles avec les indicateurs du moins de notre communauté ouest-africaine. Alors, vous avez fait mention tout à l'heure, monsieur le ministre, de ces routes construites, donc la politique des grands travaux, et bizarrement, la plupart s'inondent à moindre pluie. Est-ce à dire qu'il n'y a pas eu de suivi ou il y a eu un manquement à ce niveau? Je ne peux pas répondre à cette question. Pour autant, je peux dire que les effets du changement climatique, nous les connaissons. Nous sommes inondés. C'est pas seulement du Togo, quand vous regardez tout autour de vous, que ce soit au Bénin, que ce soit au Ghana, voilà. Mais maintenant, donc, il appartient donc au ministère donc, des Transports et des Infrastructures, bon, de faire une étude par rapport donc, à ces routes, donc, qui sont à chaque fois inondées, si, du moins, c'est les problèmes de canalisation, du moins, qui ont été donc mal conçus, d'interpeller, si vous voulez, donc, ceux qui ont bénéficié de ces marchés-là, en tout cas, à revoir donc ces travaux, pour que, à chaque inondation, que les belles routes qui sont construites ne soient pas l'objet d'inondation. Une dernière question avant votre mot de fin. Hier, Premier ministre, avec beaucoup de postes à l'opposition depuis plusieurs années maintenant, comment vit M. Gabriel Vincent Agboué Kodjo? Puisqu'on sait que, logiquement, vous n'êtes plus en tant que tel fonctionnaire. Vous savez, il y a quand même, bon, au niveau des institutions, des mesures qui sont édictées donc, pour les anciens hauts serviteurs de la République et qui donc ont quitté leurs fonctions. Pendant longtemps, lorsque nous étions dans l'opposition radicale avec nos amis donc, du CST, je fus privé donc, de ces droits. Ce qui, au demeurant, je l'ai dit, n'est pas juste, parce que de toute façon, la loi, c'est la loi. Ça ne dépend pas de... Voilà. Mais bon, j'ai été rétabli donc, dans mes droits. Et donc, bon, je perçois ce que tous les anciens hauts fonctionnaires, de toute façon, prennent de moi ça à la fin de chaque mois. Bon, c'est avec ça, plus peut-être certaines entités de conseil que je donne ici ou là, que ce soit à l'intérieur du Togo ou à l'extérieur. C'est ça qui me permet de toute façon de prendre en charge la vie de mes enfants. Alors, monsieur le ministre, tout en vous remerciant, nous vous demandons donc votre mot de fin. Je souhaite le meilleur pour le Togo. Merci beaucoup et puis bien de choses à vous-même et à votre formation politique au but. Merci beaucoup. Alors, très chers auditeurs et internautes, voici vous avez suivi ensemble avec nous monsieur Gabriel Vincent Agboué Kodjo qui s'est prononcé sur l'actualité et vous avez compris, ça fait longtemps que vous l'avez plus suivi, mais je crois que aujourd'hui vous l'avez suivi. À vous de nous revenir par rapport à vos observations. On est ensemble, bonne suite. Fenêtre sur l'Afrique. Interview,
analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.